Good Morning Business, le grand entretien. Et notre grand invité, donc, ce matin, c'est Augustin de Romanet, président directeur général du groupe Aéroports de Paris, ADP. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous d'abord parce qu'on a plein de questions à vous poser sur comment va le trafic aérien, comment s'est passé l'été, comment va ADP, comment vous allez faire pour retrouver toutes les valises qui manquent. Mais d'abord, on va commencer par l'actualité aussi, c'est que vous allez vous rendre au forum de Giverny, parler RSE. C'est vrai que l'un des grands enjeux quand même du trafic aérien, du transport aérien et des aéroports, c'est d'être encore plus exemplaire en matière de responsabilité écologique. Oui, au-delà de l'écologie, même tout ce qui est responsabilité sociale aussi. Un aéroport, c'est un lieu de concentration de trafic qui a un impact sur l'emploi. Nous avons plus de 100 000 salariés sur la seule plateforme Charles de Gaulle, qui a un impact sur la nature, puisque nous émettons du bruit, nous émettons un certain nombre de pollutions. CO2 ? Qui a un impact aussi sur l'ensemble du territoire économique. Et donc, le fait de pouvoir être inséré dans cet écosystème est extrêmement important. C'est la raison pour laquelle, depuis 4 ans, donc depuis que Romain Mouton a créé le forum de Giverny, nous en sommes partenaires. Il s'agit d'une initiative qui est importante parce qu'elle vise non seulement à faire des discours, des colloques, etc., mais à proposer des actions concrètes et à mettre en réseau des entreprises pour qu'elles partagent leurs actions concrètes. C'est intéressant parce que souvent c'est un peu du blabla parfois. Pardon, le RSE, vous parlez d'actions concrètes, est-ce qu'on peut en donner une ou deux vous concernant ? Oui, par exemple, vous savez, dans le cadre d'une bonne insertion de la responsabilité sociale et environnementale, on a ce qu'on appelle les comités des parties prenantes. Et ADP a un comité des parties prenantes qui est particulièrement dynamique, avec lequel nous avons eu l'occasion d'échanger toute l'année dernière sur la question de l'emploi. Et ces échanges que nous avons eus avec le comité des parties prenantes nous ont permis d'anticiper sur le problème de recrutement que nous avons eu post-Covid. C'est-à-dire que, vous le souvenez, je crois que c'était le 24 avril sur votre antenne, j'appelais l'attention du public sur le fait qu'il y avait des emplois à pourvoir et que la reprise du trafic aérien plus importante que prévu, comme on devait s'y attendre d'ailleurs, générait des besoins d'emploi. Eh bien, très très vite, nous avons été en mesure de créer des initiatives. Donc nous avons organisé des forums pour l'emploi qui ont été extrêmement productifs. Dès aujourd'hui, je peux dire que pour le groupe ADP seul, nous avons recruté les 2/3 des emplois que nous avions prévu de recruter sur 2 ans. C'est combien ? 398 au moment où je vous parle, sur 600. Et donc, cette faculté d'être très vite en prise avec des questions qui touchent la société, en l'espèce le pourvoi d'emplois dans les aéroports, ça a été permis par une approche anticipatrice. Et c'est d'ailleurs cette anticipation qui a été considérée comme un des éléments clés de ce qu'on peut appeler la résilience. Il y avait plusieurs groupes de travail dans le cadre du forum de Giverny de cette année, dont un groupe de travail auquel le groupe ADP a participé sur la résilience. Et le groupe s'est beaucoup intéressé aux questions d'emploi, d'employabilité, et notamment à souligner cette nécessité d'anticiper. Augustin de Romanet, j'ai lu dans le dossier que vous nous avez vous-même envoyé pour préparer le forum de Giverny que seulement 9% des entreprises évaluent leur impact environnemental de manière précise et que le taux d'erreur, une fois qu'ils le font, est de 30 à 40%. Pourtant, il y a des milliers de gens qui travaillent sur des rapports RSE, toutes les entreprises en fournissent. Qu'est-ce qu'on fait ? On perd rien que notre temps à les lire, on fait semblant. Ça veut dire que toute cette tentative, ne serait-ce que d'évaluation de combien on émet, ne sert à rien. Alors, vous voyez franchement la bouteille très très à moitié vide. 9%. Moi, je vous dirais que des entreprises qui ont les moyens, qui ont la chance d'avoir les moyens, prennent de plus en plus les devants pour crédibiliser leurs calculs. Et nous avons, au sein du groupe ADP, adopté une méthode qui est ce qu'on appelle la méthode SBTI, Science Based Target Initiative. C'est-à-dire qu'un organisme international a accepté de certifier nos indications environnementales dès lors que nous respections un certain cadre et un certain protocole. Et de plus en plus d'entreprises savent que le greenwashing n'est pas supportable. Et donc, il faut que les chiffres qu'elles donnent, dont elles rendent compte, soient non seulement des chiffres honnêtes, bien calculés, mais en plus puissent être certifiés.
Alors, on va revenir sur une polémique d'actualité sur les jets. On ne va pas vous dire ce qu'on en pense, tout simplement, on aimerait savoir ce que vous en pensez. C'est-à-dire, est-ce que c'est un débat légitime? Est-ce que certaines personnes polluent trop par rapport à leurs responsabilités? Je ne sais pas, quel est votre avis là-dessus? Alors, tous les débats sont légitimes. D'abord, ce qui est très important, c'est de voir que lorsqu'on parle de ces jets qui ne sont pas des jets commerciaux quelconques, ce sont pour 85% des jets qui circulent pour affaires ou pour transport d'organes. 10% des vols du Bourget sont pour des vols médicaux. Le Bourget, dont vous avez la responsabilité également. Dont nous avons l'exploitation, absolument. Alors, ce qui est remarquable, c'est de voir que le secteur de l'aviation d'affaires est potentiellement très en avance sur la décarbonation. Et je dis potentiellement pourquoi? Parce que, par exemple, peu de gens savent que dès à présent, à l'aéroport du Bourget, nous avons 2 exploitants pétroliers qui livrent ce qu'on appelle du jet fuel, c'est-à-dire du carburant, qui comprend 30% de biocarburant. 30%, sachant que la plupart des compagnies commerciales du monde, c'est entre 0,2 et 0,5%. 30% de biocarburant qui sont produits à partir d'un procédé relativement fruste aujourd'hui, qui s'appelle HEFA, c'est l'utilisation d'huile de cuisson. Les huiles de McDonald's, Kentucky Fried Chicken, etc. Et donc, dès aujourd'hui, si le gouvernement le souhaitait, il pourrait inviter les utilisateurs d'avions d'affaires à mettre beaucoup plus de biocarburant. Donc à rendre obligatoire. Aujourd'hui, ils ne le font pas. Pourquoi? Parce que c'est plus cher? C'est plus cher, bien sûr. Et puis peut-être que les 100 mètres cubes de la cuve aujourd'hui de l'un des 2 prestataires, je ne connais pas le volume de la 2e cuve, ne serait pas suffisant pour tous les vols quotidiens, mais aujourd'hui. Et ceux qui mettent par exemple dans leur jet ce carburant, pourquoi est-ce qu'ils le font? Ils le font par esprit de responsabilité. Mais il faut savoir, ça rentre dans leur bilan dont parlait Laure, leur bilan RSE par exemple? Forcément. On se parle franc, monsieur Jacobzine, ce matin. Pour ne rien vous cacher, il y a encore 6 mois, je rencontrais un dirigeant qui avait l'utilisation d'un avion privé fréquemment. Et je lui ai fait découvrir cette station-service Total au Bourget. J'ai des photos sur mon appareil qui délivre des biocarburants. Donc, en réalité, nous sommes au début de la décarbonation du secteur aérien. Et c'est un problème de poulet d'œuf. Aujourd'hui, ou plutôt traditionnellement, les pétroliers disaient on ne produit pas de carburant durable, c'est-à-dire des carburants qui émettent très peu de CO2, parce que c'est trop cher et la demande n'est pas là. Bien, moi, je vous affirme que le problème, c'est aujourd'hui l'offre. Et lorsque l'offre de biocarburant sera disponible, je ne connais pas de pouvoirs publics qui n'imposeront pas cette intégration de biocarburant. Je pense que c'est par ce biais-là qu'on peut utilement prendre ce débat. Mais vous pensez que ça va arriver suffisamment vite pour se démocratiser avant que le symbole n'ait pris trop d'importance et que finalement Arnaud n'utilise plus son jet parce qu'il en a ras-le-bol d'être pisté sur les réseaux sociaux? Oui, là vous soulevez le point. Le symbole. Vous soulevez le point qui a été évoqué d'ailleurs dans un article récent du journal L'Opinion. C'est est-ce qu'on ne peut pas se demander si parfois la lutte des classes ne s'est pas transportée avec le débat sur le climat. Et aujourd'hui, toute personne riche qui ferait couler un peu trop d'eau pour se laver les dents serait vilipendée. Non, je pense qu'il faut raison garder la stigmatisation de personnes dont le métier est d'entreprendre, de parcourir le monde pour créer des richesses et d'essayer d'améliorer la situation de nos compatriotes en créant des emplois, etc., me paraît une voie qui est peu utile. Comment s'est passé l'été dans le ciel de vos aéroports, de vos multiples aéroports à travers le monde? Alors, l'été s'est passé de façon contrastée. Objectivement, lorsqu'on compare la situation à Paris et dans nos aéroports dans le monde et la situation des grands hubs européens que sont Londres, Francfort et Amsterdam, la situation s'est très bien passée. Il y a eu une écharde, et je m'en suis expliqué d'ailleurs sur votre antenne, l'écharde du 1er juillet, et des bagages qui ont été effectivement manqués et qui n'ont pas pu parvenir à leur destinataire. Alors aujourd'hui encore, alors je vous parle, nous avons à peu près 1 millier de bagages qui n'ont pas pu être restitués à leurs propriétaires. Pourquoi ? Elles n'ont pas été perdues, elles n'ont pas été restituées. Écoutez, ce sont des bagages dont on a perdu l'étiquette. Et donc, c'est un travail presque d'archéologue pour les compagnies aériennes qui en ont la responsabilité. Ce n'est pas une responsabilité du groupe ADP. Le groupe ADP fournit les trieurs à bagages et les fait fonctionner.
C'est la raison pour laquelle nous avons failli le 1er juillet, puisque pendant 3 heures de temps, nos équipes n'ont pas fait fonctionner ces trieurs à bagages. Là a été l'erreur dont j'ai eu l'occasion de dire que je m'en excusais. Mais les étiquettes ont été perdues parce qu'elles ont été arrachées ou elles n'ont pas été collées sur les bagages ? Parfois, vous savez, les humains sont faillibles, donc l'étiquette est mal mise, mal accrochée, elle se détache, et puis lorsque le bagage a été stocké pendant une semaine ou deux dans un endroit où vous avez beaucoup de bagages, elle a pu aussi se détacher. Donc, je sais que les compagnies aériennes sont très attachées à faire le maximum d'efforts pour redonner les bagages. Mais vous dites que c'est la seule épine de l'été. Pour moi, c'est la seule épine de l'été. Et mon étonnement a été grand en revenant à Paris fin août de voir beaucoup de personnes me partager une très bonne expérience. Donc nos aéroports, que ce soit à Orly ou à Charles de Gaulle, ont été fluides, malgré un trafic qui a été extrêmement important. Parce qu'à Orly, nous pouvons dire que nous avons retrouvé le trafic de 2019. Ah oui. Nous avons retrouvé le trafic de 2019. Vous êtes souvent chez nous, on en est très content d'ailleurs, mais il y a 2 ans, vous me disiez qu'on retrouvait le trafic en 2025, 2027. Oui, et je vous confirme cela parce qu'à Charles de Gaulle, ça n'est pas le cas, parce que l'Asie demeure fermée. Et Charles de Gaulle, vous savez, c'est 2 fois plus important qu'Orly, et à Charles de Gaulle, nous ne sommes qu'à environ 80%. 80%. Et le gap... 100%, c'est pour quand ? Alors, 100%, nous demeurons depuis déjà plus d'1 an sur l'idée que ça pourrait revenir... dans l'année 2024. Est-ce que, je me souviens aussi, quand vous avez traversé cette folie des confinements, la suspension du trafic aérien, que vous avez dû prendre des mesures de sauvegarde, notamment en termes d'effectifs, pour survivre en fait. Vous aviez demandé de vos personnels des baisses de salaire et vous aviez promis un retour à la normale quand le trafic... Ça veut dire qu'en 2024, si tout redevient comme avant, vous reviendrez sur les baisses de salaire ? Oui. Alors nous sommes revenus sur les baisses de salaire dès le 1er juillet 2022. Dès le 1er juillet, entièrement ? Voilà. Dès le 1er juillet 2022, tous les collaborateurs du groupe ADP retrouvent la rémunération qu'ils avaient en 2019. Et nous avons même consenti par ailleurs au-delà une hausse de 3% générale pour tous les collaborateurs. Oui, c'est ça, parce que revenir au niveau, c'est une chose, parce que pendant ce temps-là, un certain nombre ont été augmentés. Il y a, j'imagine, chez vous, la même pression que chez les autres pour augmenter. 3%, on est toujours en dessous de l'inflation. Écoutez, il est probable que l'inflation sera supérieure à 3% cette année, effectivement. Ah oui, mais au-delà des 3% de mesures générales, nous avons aussi des mesures d'avancement individuel, glissement, vieillesse, technicité, ce qui fait que dès à présent, avec ces mesures de GVT, nous sommes entre 5,5 et 6%. Les autres aéroports dans le monde que vous possédez, parce que vous disiez contraster, donc contraste entre Orly et Charles de Gaulle, qu'est-ce qui se passe avec votre alliance en Turquie, en Inde par exemple ? Non, alors en Turquie, le trafic est très résilient. Le fait que les Russes ne viennent pas autant que l'année précédente à Antalya a été beaucoup compensé par des Anglais, par des Allemands. Donc le trafic à Antalya, qui est un très gros aéroport, vous savez, c'est supérieur à l'aéroport d'Orly, a été très satisfaisant. Donc quand je disais contrasté, c'est-à-dire contrasté entre le fait que globalement ça s'est très bien passé, et je rends encore une fois hommage à nos équipes, et ponctuellement, notre image a été abîmée par cette affaire de bagages du 1er juillet que je regrette. Alors aujourd'hui, Laure Closier a repris sa casquette de DRH. Oui, parce que ma spécialité, c'est les ressources humaines. Vous savez que les chasseurs de tête de tout Paris cherchent un patron pour EDF. Est-ce que ça vous intéresse ? Écoutez, alors, je n'ai pas du tout l'habitude de répondre aux questions qu'on ne m'a jamais posées. Ah, donc on vous a jamais posé la question ? Non. C'est pas un poste trop difficile ? C'est un poste extrêmement difficile et c'est un poste crucial parce que les 20 ans qui viennent vont être... ça va être la guerre de l'énergie en réalité. On va tous se battre pour avoir de l'électricité décarbonée. Vous savez que pour décarboner notre économie, il va falloir produire 3 fois plus d'électricité dans 20 ans qu'aujourd'hui. Donc c'est évidemment une mission cruciale. En tout cas, ça a l'air de l'intéresser. Oui, vous avez l'air d'être prêt. Et si on ne vous le propose pas, est-ce qu'on va pouvoir, et que vous poursuivez aéroport à ADP, est-ce qu'on va enfin privatiser ADP ? Comme vous le savez, la fierté des collaborateurs d'ADP, c'est de gérer cette entreprise au quotidien avec la même niaque que si nous étions totalement privés. Donc que l'actionnaire soit public ou privé, ça n'est pas une raison pour ne pas s'occuper de la qualité de service, s'occuper pour nous d'être prêts pour les Jeux Olympiques et s'occuper aussi du fait que des épisodes comme celui du 1er juillet sur les bagages ne se reproduisent pas. Je crois que globalement, les Français peuvent être fiers de l'entreprise aéroportuaire ADP qui est le premier groupe mondial et qui va continuer à se battre pour la qualité de service. Peut-être que bientôt les Français pourront acheter les actions ADP. Dès aujourd'hui, à la bourse, ils le peuvent puisque l'entreprise est cotée. Mais elle reste publique. Mais pour le moment, elle est publique et comme vous le savez, je n'ai jamais manifesté d'hostilité à ce qu'elle soit privée, tout en considérant que le fait d'être privé n'était pas la condition pour être bien géré. En tout cas, merci beaucoup. Si vous devenez PDG d'EDF, vous allez encore devoir gouverner une entreprise publique. Ce qui est bien, c'est que ce n'est pas nous qui décidons. Donc nous n'avons aucun impact. Merci beaucoup, Augustin Romanet, d'être venu nous voir dans un